Bon, ce seront des trajets bizarres, un peu particuliers, mais ce sont sans doute des gens qui auront acquis une maturité, une capacité de réseau que nous n'avons pas. Et donc, au contraire, je suis accablé par le modèle dans lequel on a échoué, il faut quand même le dire, avec un État qui s'est désagrégé. Par exemple, qu'on ne m'explique quand même pas que c'est normal de ne pas avoir de gouvernement depuis 3 ans dans la plus grande crise du siècle. Enfin, je veux dire, ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Et je vous assure que quand j'allais à New York, ça pénalise les entreprises belges très fort. Moi, chaque fois que j'allais à New York, à la bourse, au management comité, j'allais tous les 15 jours, 3 semaines, mais ce n'était que raillerie sur raillerie. Hein. Donc, bon, voilà, à la fin, ça devenait emmerdant. On a été décrédibilisés, mais en même temps, je pense que nous avons la chance d'avoir parce qu'on est un pays de transit, hein, on est un pays ouvert, la Belgique, hein, de multiculture, multilangue, multi-tout, je sais pas quoi. Eh bien, parce que là, on a une jeunesse qui est capable de nous bousculer et de faire son chemin. Mais ça suppose d'arrêter de croire que l'État va nous nourrir et qu'on est, d'ailleurs l'État n'est plus capable de le faire, et qu'on ait une vision beaucoup plus, pas individualiste, mais individuelle de la prise en charge. Et voilà, et ça, ce livre, mais bon, tous ceux que j'écris vont dans la même veine. Je ne sais pas si j'ai raison, ou finalement, ce n'est jamais qu'un avis parmi d'autres. Hein. Il est un fait que quand on voit l'évolution, on l'a vu avec Top Management, puisque Top Management existe depuis 1986, le nombre de centres de décision qui sont bâtis, c'est épouvantable. Donc ça veut dire, en termes de possibilités pour un jeune d'avoir des fonctions vraiment à un certain niveau, c'est compliqué. Il se casse, il s'en va parce que qu'est-ce que je vais faire là si je veux. C'est pour ça qu'on voit des débuts en Suisse, et ainsi de suite, et des gens qui sont vraiment costauds, ils vont ailleurs parce qu'ils ne font pas ce qu'ils cherchent ici. Mais donc, il faut le faire, et en fait, Maintenant, ce que tu disais aussi par rapport aux dettes, moi j'ai quand même l'impression que le problème des dettes est un problème qui date de l'instauration en partie des pensions, parce qu'on a donné des pensions aux gens qui n'avaient pas cotisé. Et on a dit les jeunes vont cotiser. C'est en 69 C'est en avril 60, oui. Du siècle où on est fait, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve, comme tu dis, les jeunes, ils travaillent plus, ils vont au chômage, et les vieux, ils vont vivre quoi. Mais ça, c'est terrible, ça. C'est pas une crise de valeur. On parle de crise économique, mais si on prend les jeunes ils ne s'y retrouvent plus, justement, cette génération Y, qui n'ont pas de valeur. Ils ont tout eu, donc ils sont nés avec un GSM, avec un iPod, avec une Wii, etc. Donc on leur a enlevé le goût de l'effort. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu leurs parents se déchirer, s'entre-déchirer, divorcer, les enfants à gauche, à droite, etc. et des problèmes financiers. Donc est-ce que quelque part, on parle d'une crise économique, mais est-ce qu'on a aussi une crise de valeur par rapport à la jeunesse, puisque nous avons été finalement, nous, notre génération, on a été relativement gâtés. On a toujours très très bien mangé, on a eu des études très intéressantes, on n'a pas eu vraiment de grosses difficultés. Donc, est-ce que eux maintenant ne sont pas un peu perdus par rapport justement à cette crise qu'on a? Donc est-ce qu'ils ne cherchent pas un peu leur repère? C'est une question que je pose. Moi d'abord, je crois que si tu demandes à un psychiatre quel est l'âge moyen de ses patients, il va plutôt dire 45 ans que 18 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des traumatismes qui soient plus importants avant que maintenant. Moi, j'ai eu mes parents divorcés quand j'avais 8 ans. J'ai quand même survécu. Hein, donc on est même bien qu'à l'époque ce soit pas. Non, je vais te dire. Comment? Il y a 30 ans, c'est pas les gens de 18 ans qui allaient chez le Mais que du contraire, je dirais, parce que dans la génération Y, il y avait des études récentes qui sont passées qui montrent l'importance qu'accorde cette génération à des valeurs. Oui, tout à fait. Il y a un retour aux valeurs. Moi, j'y vois un espoir. Je pense comme vous. Il retourne aux valeurs. Mais les valeurs, il n'y a pas de valeur absolue. Qu'est-ce que c'est des valeurs? On en parlait. Est-ce que c'est très difficile de postuler que des groupes d'individus aient des valeurs différentes de celles des individus eux-mêmes. Parce qu'un système en tant que tel ne crée pas de valeur supérieure. Bon, ça peut s'appeler du conditionnement mental, mais donc les gens... Je crois que ce qui est en train de changer, c'est que les jeunes seront beaucoup plus pris en charge par eux-mêmes. Il y a cette réalité de l'autonomie personnelle, de mouvement dans le temps, dans l'espace, et beaucoup de jeunes ont comme ça. Et par contre, ceux qui seront sans doute les échecs de l'économie de demain seront les gens immobiles. Les gens immobiles. Ah, oui. Moi, il m'est arrivé quelque chose. Écoutez, je vais vous raconter l'histoire parce que ça m'a un peu quand même traumatisé. Au mois de mai, je vais avec Étienne de Calataï, qui est donc l'économiste de la Banque de Grove, qui est selon moi un des meilleurs en Belgique. C'est un ami,
On vient d'achever un livre ensemble sur la fiscalité, vraiment un type brillantissime. Et on va ensemble à Galouvière faire une conférence. Et il y avait une centaine de gars là, de gens, on parle d'économie de marché, et à un moment, il y a eu un mouvement de fureur dans la salle. Et moi, je suis parti, je crois qu'ils allaient me casser la gueule, donc je suis parti, en disant, mais c'est à cause de gens comme vous, les banquiers, qu'il y a la crise, etc. Eh bien, on est dans une région, là, il y a 40% de chômage. Mais on n'est qu'à... Alors, je ne sais pas si c'est la troisième, la deuxième, la première, mais on ne voit que des cafés et des friteries. On est à 42 km de Bruxelles, j'ai regardé sur mon GPS. On est donc en train à pas plus qu'une demi-heure. Et on a des poches de gens qui attendent, on ne sait pas quoi. Et des gens m'ont dit, mais les usines Gustave Beug à la Louvière, qui ont quand même été en fait depuis 15 ans, c'est à cause de gens comme vous. Et donc il y a aujourd'hui une question, vous savez, c'est ce que les philosophes protestants appellent l'éthos, donc la mentalité de confiance. Hein, c'est une sorte d'état d'esprit. Hein, l'état d'esprit, il y a un état d'esprit de prise en charge par l'individu de son sort qui n'est pas encore bien diffusé. Alors, on ne peut pas le demander de tout le monde. Il y a des gens qui ont moins de compétences que d'autres, des gens moins intelligents physiquement. Et donc il faut un immense respect pour tout le monde, il faut de la bienveillance et aider tout le monde. Mais en même temps, il y a un message de prise en charge de l'individu qui doit être diffusé. Finalement, c'est ça qui va sauver nos économies. C'est la mentalité positive dans laquelle on met les jeunes. C'est ça que je veux dire. L'éducation. Oui. Vous savez, mais il y a aussi quand même une drôle d'histoire en matière d'éducation. Donc, dans toutes les unifs où je donne cours, eh bien, il y a des Belges, hein, et puis des étrangers. Et souvent, les étrangers, ce sont des gens qui savent le prix des études. Parce que, vous savez, des gens qui viennent de Pologne, de Roumanie, de Chine, ce sont des gens qui... Ils viennent avec une petite valise, ils n'ont pas 10 jeans, mais 2 jeans, ils doivent se démerder, c'est pas facile, ils ont dû mettre de l'argent de côté, tout ça, donc c'est un respect. Eh bien, je vous jure que hier je donnais cours à Solvay encore, ça me frappe, mais la soif de l'apprentissage, l'interpellation du prof, l'exigence, hein, n'est pas la même. J'ai remarqué quelque chose d'ailleurs. Avant que je donne cours, ça n'arrivait pas avant, maintenant ça arrive. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des étudiants qui m'envoient des emails. Donc ils demandent au secrétariat de l'université mon email, puis ils m'envoient un email en me demandant qu'est-ce que je peux lire pour préparer votre cours. C'est quand même incroyable. Je n'ai jamais fait ça. Fantastique. Parce que eh bien, je n'ai jamais vu ça. Ce sont toujours des étrangers. Donc c'est des noms un peu exotiques. Je vois ça. C'est quand même troublant. Donc il y a même donc. Mais donc les choses vont changer. Elles vont immanquablement changer dans un sens positif. D'abord, pour bien comprendre le problème monétaire, il faut revenir dans l'histoire de l'économie. Et ce qu'on vit maintenant est comparable à de nombreuses situations qui ont été vécues début des années 70, fin des années 20, début des années 30. Et donc, quand à un moment, il y a un grand choc économique, une grande crise, se passe toujours une sorte de protectionnisme monétaire. Toujours. D'ailleurs, je mets deux faits, mais microscopiques, ensemble. En une semaine, on a un Japon qui dit « ma monnaie est trop forte, je la fais baisser », donc pour stimuler mon économie. Et on a hier, et je dois dire, j'ai passé une partie de ma longue soirée à lire ça, la Federal Reserve qui dit « on est parti maintenant pour une situation de création monétaire au prix d'une certaine inflation en langage ». Donc, ils viennent de l'annoncer hier, donc c'est tout souffrait. Et on est donc dans une situation compliquée où ce sont des lose-lose games. Parce qu'in fine, quand tout le monde essaye de tirer un avantage de l'autre et que l'autre suit, c'est une dégradation permanente. C'est ce qu'on appelle un système anthropique, ce n'est pas bon. On est en Europe dans une situation compliquée parce que, en fait, c'est schizophrénique. On doit à la fois garder l'euro, ce qui suppose d'avoir une rigueur budgétaire pour aligner les pays sur l'Allemagne, mais en même temps, parce qu'on veut de la rigueur budgétaire, on aura une monnaie forte qui ne va pas créer de croissance. Parce qu'elle ne crée pas de croissance, elle va augmenter la disparité avec les pays du Sud. Donc, aligner les pays du Sud sur la rigueur budgétaire apparaît un choix d'homogénéité monétaire correct, mais conduira finalement à leur expulsion. Vous comprenez? Donc le grec à qui on dit, je vais être simple, hein, le grec à qui on dit, écoute, si tu veux rester dans l'euro, tu dois payer tes impôts, il va dire, ok, mais je ne consomme plus, je rembourse la dette, oui, mais s'il ne consomme plus, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, ça aggrave le problème. Et donc, ça va être assez compliqué. C'est pour ça que je crois qu'in fine, non, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours des solutions à tout. C'est d'ailleurs pour ça que les unions monétaires cassent d'habitude pendant les périodes de récession.